Madame, Monsieur, bonsoir. Merci infiniment de nous rejoindre dans Soir d'Info. Bonne fête de l'Ascension. Nous recevons Dr Yorodia. Il est politologue, ancien ministre, porte-parole de la présidence de la République. Dr Yorodia, bonsoir. Bonsoir, Mathieu, comme on dit chez les Holpal. Bonne fête de l'Ascension, mais aussi joyeux anniversaire. Merci. Donc, en tant que roi des Sérères, être roi des Sérères, il y a beaucoup de privilèges, mais aussi il y a quelques devoirs. Et parmi ces devoirs, c'est se souvenir des dates importantes, comme l'anniversaire d'un de mes esclaves, un de mes Mathieu, comme on dit en Halpula. Donc le gâteau est déjà commandé. Très bien. Le GNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a récemment pris pour cible le complexe hydroélectrique stratégique de Manantali au Mali en ce mois de mai. Les terroristes ont saboté donc des lignes à haute tension s'inscrivant dans une stratégie d'extension du blocus sud Bamako et de déstabilisation des infrastructures énergétiques. Stratégiquement, pourquoi viser, selon vous, une infrastructure énergétique commune au Mali, Sénégal, Mauritanie? Est-ce un message au G5 Sahel? Pour le GNIM, je pense qu'il cible principalement Bamako. Aujourd'hui, le GNIM est passé à une autre phase de son combat, ça veut dire asphyxier Bamako. Ils savent qu'ils peuvent prendre Bamako, mais ils ne pourront pas contrôler Bamako. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est d'asphyxier le Bamako avec le blocus pour créer un soulèvement pour que le régime tombe. Donc l'objectif du GNIM, c'est de faire tomber la junte. Et dans ce cadre-là, et puis qu'il y a le blocus, dans ce cadre-là, qu'il y a aujourd'hui ce qu'on a eu, les attentats à Manantali, pour couper le Mali, pour priver le Mali d'électricité, d'énergie. Ça veut dire exaspérer les populations à tel point que les populations elles-mêmes vont se soulever pour renverser le régime. Aujourd'hui, c'est ça l'objectif principal du mouvement terroriste. Ça veut dire que, à défaut de prendre militairement Bamako, ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne pourront pas le contrôler parce que Bamako, c'est plus de 3 millions de personnes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir Bamako, mais donc ils veulent un changement de régime. Ils veulent que les populations se soulèvent pour renverser elles-mêmes le régime. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie, selon vous? Ou bien on ne peut pas espérer, mais on ne peut pas attendre un soulèvement? Aujourd'hui, le Mali est dans une situation très difficile. Quand on voit l'évolution du conflit, quand on parlait des djihadistes, on voyait des Touaregs, des Arabes au nord. Ensuite, le truc s'est déplacé au centre. Aujourd'hui, la capitale Bamako est presque encerclée. Aujourd'hui, les groupes terroristes ont le pouvoir de priver Bamako de carburant avec le blocus sur les routes. Ils ont le pouvoir aujourd'hui de priver Bamako d'énergie. Aujourd'hui, c'est comme, si on compare, c'est comme la guerre du Vietnam. La chute de Saigon était une question de temps. Aujourd'hui, je pense que la chute de Bamako est une question de temps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les djihadistes sont dans une perspective beaucoup plus politique. Et c'est pourquoi ils veulent faire tomber le régime, ils veulent des alliances pour tomber le régime et le remplacer par autre chose. Mais Bamako est dans une situation extrêmement difficile. La leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'un pays ne doit jamais sous-traiter sa sécurité. À un certain moment, les Maliens avaient sous-traité la sécurité à la France, ça n'a pas marché. Ils ont sous-traité la sécurité à la Russie. Aujourd'hui, le Mali est dans une situation extrêmement difficile. Et je pense que le Sénégal en a tiré les leçons. Et en tirer les leçons aujourd'hui, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Le Sénégal cherche aujourd'hui à blinder sa frontière. Aujourd'hui, pour ce qui concerne spécifiquement le Sénégal, le danger, le feu djihadiste, le feu terroriste n'a cessé de se rapprocher depuis 10 ans. Et en 2012, ça concernait principalement le nord, les Touaregs. Maintenant, après, ils sont arrivés au centre. Le Sénégal a voulu aider le Mali quand il y a eu l'amunissement. Ça, c'était la diplomatie, l'aspect militaire. On a voulu aider le Mali. Et il faut rappeler un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai toujours dit, pour la France, le Mali est une question de politique extérieure. Pour nous, c'est un problème de sécurité nationale. Tout à fait. La meilleure preuve, ils sont à 3 km de nos frontières. Et aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas déménager. La France peut se désengager du Mali et passer à autre chose. Mais nous, on ne peut pas se désengager du Mali. Parce que quand on voit ce qui se passe, on a essayé d'aider le Mali. En essayant de contenir les djihadistes au nord, ça n'a pas marché. On a essayé de les aider en essayant de le contenir au centre. Mopti, Kona, Sévaré, le Verriou, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les djihadistes encerclent presque Bamako et les djihadistes sont à nos frontières. D'où la grande leçon pour le Sénégal, c'est pour moi la plus grande doctrine militaire de tous les temps. C'est la doctrine qui a réussi à l'Angleterre. La doctrine militaire anglaise qui fait que l'Angleterre n'a jamais eu de problème de sécurité, n'a jamais été envahie depuis Guillaume de Normandie, ça veut dire des siècles. Les Anglais disent, et c'est Lord Palmerston qui le dit, l'Angleterre n'a pas d'allié permanent ni d'ennemi éternel. La seule constante, c'est se donner les moyens de défendre notre île. Seul s'il le faut, en partenariat, si nous le pouvons. C'est ce que les Américains reprendront avec la doctrine de Clinton. Ça veut dire multilatéral when we can, unilatéral when we must. Quand vous le ramenez au Sénégal, nous, on a essayé d'aider le Mali.
pour contenir les djihadistes au nord. Quand l'ONU est intervenue, on a envoyé notre armée, c'était l'un des plus gros contingents. Pour contenir au centre, ça n'a pas marché. Maintenant que les djihadistes sont à notre frontière, maintenant, c'est seul si nous le devons. Ça veut dire qu'on n'a pas d'alliés permanents, d'idées éternels. Il faut se donner les moyens de défendre le territoire. Aujourd'hui, la seule constante pour le Sénégal, c'est se donner les moyens de défendre notre territoire. Et quand vous voyez ce qui se passe, les djihadistes aussi développent des stratégies. Quand vous voyez la stratégie des djihadistes, elle est claire. Les djihadistes disent au Sénégal, on ne se mêle pas de vos affaires. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Et c'est pourquoi... Et ils utilisent souvent des moyens assez rudimentaires. Hein? Non. Et puis non, le message est clair. Par exemple, quand il y a eu des camionneurs sénégalais qui ont été enlevés, mais les djihadistes les ont relâchés immédiatement. Le message était clair. Ils disent au Sénégal, on ne se mêle pas de vos affaires, ne vous mêlez pas de nos affaires. Et quand il y a eu un convoi de camionneurs escortés par des gendarmes maliens, les gendarmes maliens ont été tués et les camionneurs sénégalais ont été libérés. Maintenant, en termes purement géopolitiques, il faut que le Sénégal en tire la leçon. En tirer la leçon, ce n'est pas parce que les djihadistes vous disent ne vous mêlez pas de nos affaires, on ne se mêle pas de nos affaires, qu'à l'avenir, le jour où ils le voudront, ils ne vous attaqueront pas. Comme je dis souvent, et ça c'est Winston Churchill qui le disait, c'est comme faire ami-ami avec un crocodile en espérant qu'il ne va pas te manger quand il aura faim. Pour l'instant, le Sénégal a eu... La différence entre le Sénégal et le Mali, elle est simple. Quand la France est intervenue pour bloquer les djihadistes, le Sénégal a utilisé ce que j'ai appelé le sursis stratégique pour se mettre à niveau. Et le Mali a perdu ces 10 ans-là et ne s'est pas mis à niveau. Quand les Français sont intervenus, le Mali a laissé l'affaire à la France. Le Mali a sous-traité la question à la France. Après la France est partie, le Mali a sous-traité la question à la Russie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mali est presque au même niveau que de 2012. Ça veut dire un pays extrêmement fragile devant les groupes djihadistes. Entre-temps, le Mali s'est brouillé avec tout ce qui pouvait être ses partenaires. Oui, l'instabilité persistante donc, au Mali, caractérisée par cette dégradation sécuritaire, vous en avez parlé, avec ses répercussions directes sur le Sénégal, ce qui entrave donc les échanges commerciaux, notamment le corridor de Dakar-Bamako, et menace la sécurité. Le sommet Africa Forward, qui s'est tenu à Nairobi les 11 et 12 mai dernier, marque une rupture symbolique dans les relations franco-africaines avec des enjeux majeurs pour le Sénégal, partenaire historique de la France. Ce sommet a beaucoup évoqué les questions économiques, de jeunesse et l'innovation. Quels sont les bénéfices que le Sénégal peut en tirer? Mais le Sénégal peut en tirer beaucoup de bénéfices, mais au préalable, il faut faire un certain nombre de constats. Quand on voit pourquoi la France ne fait plus de sommets France-Afrique, la France maintenant fait des sommets Afrique-France, elle le fait dans un pays anglophone. Concrètement, ça veut dire que la France a défini la géographie de son intérêt national et a vu que quand on parle de culture politique, ce n'est pas le nombre de bouquins politiques qu'on a lus, c'est quand il y a un événement qui marque toute une génération et crée des façons de penser. Aujourd'hui, quand tu vois les relations France-Afrique, aussi bien Macron que Diomaye sont nés après la colonisation. Donc, ce n'est pas des gens qui ont vécu la colonisation. Donc, c'est une nouvelle ère, une nouvelle façon de faire. Donc, la France a défini la géographie internationale en disant il faut mettre fin au sommet France-Afrique, il faut diversifier en cherchant d'autres partenaires, en donnant le signal anglophone s'il le faut. La France a défini la géographie internationale, mais nous, on ne l'a pas fait. C'est parce que nous, on ne l'a pas fait qu'on s'est enfermé dans un souverainisme anachronique. Le combat aujourd'hui en matière dans les relations internationales, c'est l'économie. Et quand on voit l'exemple de la Chine est passée du péril jaune, du racisme anti-chinois, à deuxième économie du monde. Chaque année, la Chine organise ce qu'on appelle le sommet C+17. Ça veut dire la Chine plus 17 pays européens. Ça veut dire que la Chine, elle appelle ça le nouveau de la soie. Ça veut dire que la Chine est d'anciennes puissances qui ont colonisé la Chine. Ce que la Chine appelle le siècle des humiliations. Au 19e siècle, qu'on appelle le siècle européen. Les Européens étaient tellement puissants au 19e siècle qu'ils s'étaient donné les moyens, avec le congrès de Berlin, de se partager l'Afrique, de dépasser la Chine. La Chine a compris que le combat est essentiellement économique. Pendant que nous, Africains, nous sommes restés dans le mur des lamentations, les Chinois, eux, ont cherché une place dans la mondialisation. Aujourd'hui, ils l'ont eu. Et la meilleure revanche aujourd'hui, c'est la capacité qu'a la Chine de convoquer 17 pays européens. La Grèce, la Hongrie, les pays d'Europe centrale, ils y vont. Parce que la Chine a de l'argent. La Chine est devenue une puissance. Et les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc quand on voit le sommet France-Afrique, le sommet Afrique-France, la France diversifie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous, au Sénégal, quand on voit ce que fait la France, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal, le pays de Senghor, comme je dis en termes de géopolitique, nous sommes en face des Amériques, nous sommes à 5 heures de l'Europe, nous sommes la porte du continent. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan purement économique, c'est opportun pour un pays comme le Sénégal de s'enfermer dans un souverainisme désuet? Au contraire, il faut s'ouvrir au monde. Je donne l'exemple de Dubaï. Dubaï, il y a 600 000 Émiratis contre 8 millions d'étrangers. Donc,
La carte que le Sénégal peut en jouer à ce sommet-là, c'est de dire, évidemment, on a eu la France comme partenaire historique, mais il faut diversifier. Et ça, un président comme Abdoulaye Wade l'avait réglé. Sonko et Diomaye veulent réinventer la roue. Quand on voit, durant la présidence d'Abdoulaye Wade, Abdoulaye Wade a diversifié le partenariat du Sénégal en s'ouvrant à la Chine, aux États-Unis et à la Turquie. L'ouverture sur le monde. Macron dit que oui, le précaré africain est terminé. Le précaré est mort depuis longtemps. Et l'avènement d'Abdoulaye Wade marque la mort du précaré. Quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas contenté seulement de la coopération avec la France. C'est Abdoulaye Wade qui a ouvert notre pays à la Chine, c'est Abdoulaye Wade qui a ouvert notre pays à l'Inde. Donc un pays, ça évolue. Donc aller à un sommet comme ça, c'est bien parce que ça permet de diversifier le partenariat. Mais ça peut être efficace si on sort de l'idéologie. Si on sort de l'idéologie. Comme disait Deng Xiaoping, qu'un chat soit noir ou blanc, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il rattrape des souris. Aujourd'hui, l'idéologie n'a aucune importance. Ce qui est important pour un pays, c'est comment je définis la géographie de mon international, c'est comment je définis la géographie de mon économique pour y aller et mener le combat économique qui, à mon avis, est le combat le plus essentiel. D'accord. Nous en venons à d'autres foyers en crise, la crise au Soudan notamment. La guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide dure depuis presque avril 2023. Pourquoi ce conflit est-il resté médiatiquement marginal comparé à l'Ukraine ou Gaza alors qu'il y a plus de 150 000 morts? Qui arme qui et quel rôle joue la Russie, l'Égypte, les Émirats? Mais parce que le conflit au Soudan est soit un scandale. Comme vous dites, vous avez très bien fait de rappeler qu'aujourd'hui, médiatiquement, il y a eu des millions de morts, mais le conflit n'est pas à la une de l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine lassitude aussi sur les conflits en Afrique. Il y a une certaine lassitude sur les conflits en Afrique. Quand on a créé la CPI, les gens avaient commencé à dire, oui, c'est un tribunal racial, c'est un tribunal pour l'Afrique. Mais à l'époque, pour l'instant, la CPI est une excellente chose pour l'Afrique. Parce que ce qui se passe en Afrique ne se passe plus nulle part ailleurs dans le monde. Mais regardez ce qui se passe au Soudan. Pour des conflits d'ambition personnelle, il y a des millions de morts. Et quand il y a eu la première élection au Kenya, entre Kenyatta et Odinga, contestation électorale, il y a eu 3000 morts. Entre-temps, il y a eu l'épée de Damoclès de la CPI. Lors du second face-à-face Odinga-Kenyatta, il y a eu 0 mort. Le conflit s'est réglé à la Cour suprême, parce qu'entre-temps, il y a eu l'épée de Damoclès de la CPI. Et je pense que pour ce qui se passe du Soudan, il faut que les Africains s'organisent et brandissent l'épée de Damoclès de la CPI. C'est pas normal ce qui se passe au Soudan. C'est pas normal que dans un pays qui s'appelle le Soudan, pays des Noirs, qu'on puisse accepter, nous, Africains, qu'il y ait des milices arabes, des Janjaouides, et qui lancent des razzias contre les populations noires. Et que ça se passe dans une indifférence totale. Et je pense que ça doit relever de la Cour pénale internationale. Mais l'absence de trucs médiatiques, mais c'est parce que ce qui se passe en Afrique ne se passe nulle part ailleurs. Et quand vous êtes dans les médias, c'est la lassitude. Vous avez la guerre au Congo, vous avez la guerre au Soudan, vous avez la guerre au Tchad. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un conflit en Afrique où il y a des milliers de morts, aujourd'hui, ça ne peut plus faire la une des médias. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Nous ne devons pas accepter la banalisation des crimes de guerre. Nous ne devons pas accepter la banalisation sur notre continent, le continent africain, le continent des Noirs, qu'il y ait un conflit où des gens, parce qu'ils se sentent supérieurs, parce qu'Arabes puissent faire un certain nombre de massacres, des choses comme ça. C'est inacceptable. Quid du redécoupage des alliances? On voit l'AES qui se rapproche de la Russie, la CEDEAO qui tente de recoller les morceaux, les États-Unis qui reviennent par la diplomatie économique. En 2026, le Sahel, Dr Rodriguez, est-il en train de devenir un terrain de confrontation Chine-Russie-Occident? Mais bien sûr. Malheureusement, notre continent est en train de redevenir une nouvelle terre de guerre froide. L'Afrique est en train de devenir deux choses. Une nouvelle terre de guerre froide pour les puissants, mais aussi un attribut de puissance pour les pays moyens. Par exemple, quand on voit le sommet Afrique-France, un pays, tout un continent, et puis quand on voit les sommets Japon-Afrique, un pays, un continent, et quand on voit les sommets Turquie-Afrique, quand on voit les sommets Chine-Afrique. Et comme je dis souvent pour taquiner, bientôt vous aurez les sommets Monaco-Afrique. L'Afrique est en train de devenir une nouvelle terre de guerre froide. Le syndrome de Fashoda est en train de revenir sur le continent. C'est quoi le syndrome de Fashoda? C'est quand les Anglais et les Français se sont croisés paradoxalement au Soudan. Les Anglais voulaient relier leur colonie du Cap, Afrique du Sud, jusqu'au Caire. C'est pourquoi quand vous allez dans un pays comme la Zambie, vous verrez une avenue qui s'appelle Cairo Road. Zambie, Afrique australe, la route du Caire. Parce que les Anglais voulaient relier leur colonie d'Afrique du Sud jusqu'en Égypte. Les Français voulaient relier leur colonie de Dakar jusqu'à Djibouti. Et Fashoda, c'était le point de contact de ça. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle terre de guerre froide. Nous avons aujourd'hui un nouveau syndrome de Fashoda. Quand tu vois ce qui se passe au Mali,
Et je dis souvent, le souverainisme, ce n'est pas changer de maître blanc. Dire on fait partir les Français pour faire venir les Russes. Les Russes ne marchent pas, on va faire venir les Turcs. Et tout ce qu'on appelle aujourd'hui souverainisme, panafricanisme, c'est une grande cause, mais ça a les pires avocats. Parce que le souverainisme et le panafricanisme, c'est une idéologie pour masquer la forfaiture des coups d'État. On ne doit pas accepter aujourd'hui que notre continent redevienne une nouvelle terre de guerre froide. Et qu'on pense qu'on est important parce qu'on est... C'est ça qu'on appelle définir la géographie de son intérêt. On ne définit jamais la géographie de notre intérêt. Ce sont les autres qui définissent la géographie de leur intérêt et savent pourquoi ils sont là. Et nous, on ne définit pas la géographie de notre intérêt. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. L'Afrique est devenue un nouveau terrain de jeu pour non seulement les grandes puissances, mais pour des puissances secondaires. Mais regardez le rôle des Émirats arabes unis au Soudan. Le rôle des Émirats arabes unis au Soudan. Les Émirats arabes unis sont tellement riches, ils pensent que pour être importants, ils doivent être... Regardez devant l'Iran comment les Émirats sont faibles. Mais les Émirats, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, se donnent un rôle de grande puissance en finançant une guerre civile au Soudan. C'est pas acceptable. On ne peut pas accepter aujourd'hui que comme le nucléaire est un attribut de puissance. Aujourd'hui, pour beaucoup de pays, être présent en Afrique est devenu un attribut de puissance. Les Émirats arabes unis interviennent dans la guerre au Soudan parce que ça leur donne un attribut de puissance. La France organise un sommet Afrique-France parce que ça leur donne un attribut de puissance. La Chine organise un sommet Afrique-Chine parce que ça leur donne un attribut de puissance. Nous ne devons pas accepter que notre continent soit un terrain de jeu pour des gens puissants ou qui cherchent de l'influence. On termine par là. Gaza, Ukraine, Taïwan, Soudan, Sahel. En 2026, selon vous, quel est le fil rouge de l'instabilité mondiale? Sommes-nous dans un retour à la guerre froide, vous l'avez confirmé, à un monde multipolaire chaotique ou à une fragmentation où chaque région gère ses propres conflits, et où se situe l'Afrique de l'Ouest dans ce jeu? Nous sommes en retour à la guerre froide entre puissances en Afrique, mais nous avons assisté en général à un retour de la guerre. Aujourd'hui, quand on voit les grandes puissances, c'est États-Unis, Chine et Russie. Les États-Unis sont embarqués dans une guerre. Et la Russie est embarquée dans une guerre. Aujourd'hui, c'est le retour à la guerre. Le retour surtout à la guerre en Europe. Parce que, comme je dis souvent, les Européens, depuis 1945, n'ont jamais connu de guerre. Et les Européens avaient oublié que la guerre est une activité naturelle. Et M. Poutine a fait comme les témoins de Jéhovah en rappelant aux Européens que la guerre est naturelle. Donc, l'Europe de 1945 jusqu'à l'invasion de l'Ukraine n'ont pas connu la guerre. Aujourd'hui, le plus grand enjeu géopolitique, c'est ce que nous assistons depuis quelques jours, la rencontre Chine-États-Unis. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a ce qu'on appelle le piège de Thucydide qui va opposer les États-Unis et la Chine. C'est quoi le piège de Thucydide? C'est les tensions, le conflit inévitable qui va opposer une puissance émergente, la Chine, et une puissance dite déclinante, les États-Unis. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est pourquoi la guerre en Iran va être une catastrophe pour les Américains. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 70 jours qu'un pays comme l'Iran résiste aux États-Unis. Ils ont un peu sous-estimé. Oui, non. L'Iran résiste depuis 70 jours. Et la conséquence est catastrophique. Parce que cette guerre-là, l'Iran ne peut pas perdre. Ça veut dire que donc les États-Unis ne peuvent pas gagner. Parce que la puissance est un mythe. Aujourd'hui, ce qui se passe en Iran casse le mythe de la puissance américaine. Et les Chinois sont les principaux gagnants de la guerre. Et aujourd'hui, quand on voit la déclaration du président de la Chine, c'est la conséquence de ce qui se passe en Iran. Et qu'est-ce qui se passe en Iran? La conséquence, c'est ce que j'appelle l'insolvabilité stratégique des États-Unis. La première puissance du monde, incapable de faire plier un pays comme l'Iran, amène une insolvabilité stratégique. C'est parce que les États-Unis sont dans cette insolvabilité stratégique que le président chinois ose aujourd'hui dire au président américain, faites attention si vous ne voulez pas un conflit sur Taïwan. Je compare deux périodes. Quand le président Nixon va pour la première fois, dans les années 70, visiter la Chine de Mao, et quand la question de Taïwan se pose, Mao lui dit pour Taïwan, il n'y a pas de souci. Taïwan qui reste toujours... Voilà, Mao lui dit pour Taïwan, ce n'est pas un enjeu fondamental pour nous. Nous, Chinois, nous sommes là depuis 3000 ans. Pour Taïwan, nous sommes capables d'attendre encore 100 ans, il n'y a pas de souci. Donc tu vois la différence du discours. À l'époque, les États-Unis étaient une puissance crainte parce qu'il y avait le mythe de la puissance. Mais aujourd'hui, les États-Unis de Donald Trump a banalisé la puissance américaine. Quand le président des États-Unis va en Chine, le président chinois lui dit que faites attention sur Taïwan, sinon il va y avoir un conflit. Donc le principal conflit
la principale conséquence de la guerre en Iran, ça va être l'insolvabilité stratégique des États-Unis. Et cette insolvabilité stratégique-là va être une catastrophe pour tous les alliés des États-Unis. Si les États-Unis sont dans une insolvabilité stratégique, le Japon va se poser la garantie du parapluie américain, comme le font aujourd'hui les Émirats arabes unis, le font l'Arabie saoudite. Parce que ces pays ont des accords avec les États-Unis. Et les États-Unis ont des accords avec Israël. Aujourd'hui, dans le Golfe, les pays arabes disent qu'entre Israël et nous, les Américains ont choisi Israël. Ce qui s'est passé, c'est dramatique parce que l'Iran n'est pas une menace directe pour les États-Unis. Par contre, Israël estime que l'Iran est une menace directe pour lui. Ce qui s'est passé, c'est incroyable. Depuis 20 ans, Benjamin Netanyahu a toujours essayé avec tous les présidents américains qui ont toujours refusé. C'était quoi la stratégie de Benjamin Netanyahu? Utiliser la puissance américaine comme voiture bélier contre l'Iran. Et tous les présidents américains ont refusé, sauf Donald Trump. Et ce qui se fait en termes simples dans le conflit, c'est que Benjamin Netanyahu a réussi à utiliser les États-Unis comme voiture bélier contre l'Iran. Ce que Trump n'a pas compris en termes de négociation, en termes simples, les Iraniens sont des Perses. Les Iraniens, comme les Chinois, sont présents sur la scène mondiale, entre guillemets, depuis 3000 ans. Les Iraniens ont inventé le jeu d'échecs. Et c'est pourquoi je dis ils vont rendre Donald Trump fou. Regarde ce qui se passe. Les Iraniens appliquent des choses simples. En termes de stratégie, il ne faut jamais montrer qu'on est touché. Parce que quand tu montres que tu es touché, tu montres ton point faible. L'Iran est presque détruit. Mais dans le comportement des Iraniens, c'est comme s'ils sont en train de gagner la guerre. Quand les États-Unis s'empressent pour dire on va signer des accords de paix, les Iraniens disent non. Ils disent on n'en veut pas. On n'en veut pas. La deuxième règle, il ne faut jamais être là où l'adversaire vous attend. Les États-Unis ont voulu une confrontation militaire. L'Iran a déplacé le conflit sur une confrontation économique en bloquant le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, tu vois, l'enjeu le plus important de cette guerre, ce n'est plus la question du nucléaire, mais c'est la question du détroit d'Ormuz. Ouais. Et tout ça pour dire que ce conflit marque aujourd'hui l'insolvabilité stratégique des États-Unis. Peut-être, on ne le sait pas, nous assistons un peu à la fermeture du siècle américain. Le 19e siècle a été un siècle européen. Les Européens étaient tellement puissants qu'ils ont conquis le monde, colonisation, voilà. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Le siècle américain est né à partir de 1918. Mais aujourd'hui, avec Donald Trump, nous assistons peut-être soit à une petite intermède où il va y avoir une résurgence de la puissance américaine, ou bien à la fermeture du siècle américain que le monde a ouvert en 1918. Mais le fait que les États-Unis peinent à trouver une solution face à la question iranienne depuis déjà plus de 75 jours montre qu'aujourd'hui, quoi qu'il advienne, l'Iran a gagné la guerre. Parce que c'est quoi l'enjeu fondamental de la guerre au Proche-Orient? C'est qui va être la plus grande puissance au Moyen-Orient. Aujourd'hui, de fait, ça va être l'Iran, parce que l'Iran va dire à l'Arabie Saoudite, même vous vous mesurez à nous, mais nous, on a été incapables de tenir tête à votre protecteur. Donc, ce sont ces enjeux géostratégiques qui vont être les conséquences et l'insolvabilité stratégique des États-Unis. Ouais, il y a beaucoup à dire sur la géopolitique mondiale. Nous allons probablement vous inviter pour une deuxième partie. Merci infiniment, Dr Yoro Dia, politologue, ancien ministre porte-parole de la présidence de la République du Sénégal, d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est toujours de venir voir mon Machudo. On avait réglé la question. Sa Majesté. N'ouvrez pas un nouveau conflit géopolitique. Très Merci bien. beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des